Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le Huawei Mate S qui a été annoncé à l'IFA, le successeur du Mate 7 dans un format plus petit. Allez, c'est parti. Dans la boîte, vous avez le bloc secteur, un câble USB micro USB, des écouteurs avec kit main libre. Bon voilà, c'est des écouteurs assez classiques, je les ai même pas utilisés. Et ici le manuel, enfin manuel d'utilisation, un petit peu de lecture, et l'outil qui permet d'enlever le tiroir pour accéder à la SIM, la seconde SIM éventuellement, ou la micro SD au choix. Passons sur les specs de l'appareil. Le Mate S, donc c'est le successeur du Mate 7, qui était un terminal avec un écran de 6 pouces. Là on est sur un format plus compact de 5.5 pouces, en 1080p, ce qui fait 401 ppi. C'est un bel écran AMOLED et on en parlera dans quelques instants. C'est un appareil qui tourne sur Android 5.1.1 avec la surcouche Emotion UI, qui est la surcouche de Huawei. On va en parler également. Il est compatible 4G, Dual SIM, ou bien vous mettez une micro SD à la place du second slot SIM qui est accessible à travers le tiroir qui est sur le côté juste ici. Et on peut monter jusqu'à 128 Go. Il tourne sur un chipset maison iSilicon Kirin 935, c'est du quad-core 2,2 plus quad-core 1,5. On a 3 versions de mémoire, enfin 2 pour l'instant. On a 32 Go, 64 et éventuellement 128, on n'en sait pas plus pour la 128, je vais en parler un peu après. 3 Go de RAM, 13 mégapixels à l'arrière, stabilisation optique, flash dual LED double température, 8 mégapixels à l'avant et une batterie de 2700 mAh. C'est un appareil qui en version 32 Go coûte 649 euros, 64 Go 699 euros. Bien sûr, c'est les prix à la sortie, ils vont baisser à terme. Et la version 128 Go qui doit normalement arriver prochainement au moment de la réalisation de la vidéo, là, donc fin septembre, on ne sait pas encore. Alors donc c'est des prix assez élevés par rapport à Huawei qui monte en gamme sur sa gamme, ses modèles on va dire plus classiques, premium, pour peut-être affirmer un peu plus sa gamme Honor éventuellement, je ne sais pas. Alors la version 128 Go elle a un truc particulier, c'est qu'au-delà du simple fait qu'on ne sait pas trop à combien elle va être placée en termes de prix, c'est la seule qui dispose d'une fonction que Huawei a mis en avant lors de sa conférence qui s'appelle Force Touch. J'en parle maintenant parce qu'on n'en parlera pas pendant le test puisque sur ce produit-là, c'est pas disponible. En gros, Force Touch, c'est quoi? C'est comme sur les Apple Watch, comme sur les nouveaux iPhones. En gros, y a différents niveaux de pression sur l'écran et ça permet de faire plus ou moins certaines fonctionnalités. Plus ou moins de fonctions, donc par exemple zoomer sur une photo, vous pouvez même peser une pomme apparemment en posant sur l'écran, bref, ça a l'air très sympa sur le papier, sauf que sur cette version là, je crois que c'est la 64, je suis pas sûr, vous n'avez pas accès à ça, donc voilà, juste pour information, si vous voulez Force Touch, il va falloir regarder sur la version 128 Go, et je ne sais pas encore quand est-ce qu'elle arrivera, et je sais même pas ce que vaut cette fonction puisqu'on n'a pas pu l'essayer. Commençons par le design. Pour être tout à fait honnête, quand j'ai vu ce produit lors de la conférence, je me suis dit, ok, c'est un Mate 7 en plus petit. Et donc, moi, j'ai trouvé que le Mate 7, il était intéressant, mais il était grand, très imposant, il était lourd, pas forcément agréable à manipuler de par sa taille. Eh bien, figurez-vous que quand j'ai pris en main ce produit, honnêtement, j'ai été agréablement surpris. Et c'est un des appareils du moment qui offre, d'après moi, un design qui respire le plus le côté premium, entre guillemets, en tout cas sous Android, on va dire. Alors, ça a semblé étrange parce qu'effectivement, comme ça, il ressemble tout à fait à un Mate 7, et c'est le cas. Sauf que son côté déjà plus compact, en 5.5 pouces, il est également plus fin, il est plus léger, le design est vraiment bien soigné. Et puis il y a cet écran alors que qu'on appelle 2,5D. Bon, c'est pas exact, enfin c'est bizarre comme nom je trouve, mais en gros je vais essayer de vous montrer ça. On regardera un peu mieux l'écran tout à l'heure. Mais en gros, les côtés ici sont légèrement, enfin sont en courbe, très légère. L'écran est pas en courbe, hein. Ça c'est complètement plat, mais c'est sur les côtés que c'est légèrement courbé. Et ça fait en fait quand vous le prenez en main, vous avez le doigt qui glisse super bien sur les côtés. C'est très très agréable et cet ensemble fait que finalement, quand on prend en main l'appareil, honnêtement, c'est très très confortable. Alors oui, il est en aluminium, et je vais basculer du coup un petit peu sur de l'ergonomie avant de faire le tour vraiment du produit, mais c'est de l'aluminium un peu mat, du coup ça glisse un petit peu sur la main, donc à prendre en compte parce que c'est un grand terminal, donc on a toujours peur éventuellement qu'il glisse. Mais voilà, c'est le seul truc que j'ai à éventuellement mentionner là-dessus. Alors ici, on a la caméra frontale.
quelques capteurs sortie audio et un flash en frontal, ce qui peut être éventuellement intéressant. Personnellement, je sais que j'en ai pas trop l'utilité, mais pourquoi pas. Les boutons sont intégrés là-dedans, et vous verrez dans un instant comment j'ai fait pour déverrouiller, hop, rapidement comme ça, sans toucher l'écran. Ici, on a la touche on-off, verrouiller, déverrouiller, la touche de gestion du volume. Au-dessus, on a le jack 3.5 mm et un second micro. En dessous, micro USB et un haut-parleur, il n'est pas des deux côtés. À l'arrière, on a cette coque ici avec les lignes pour faire passer les ondes, etc. L'appareil photo qui est un peu chromé sur les contours. Le flash double LED, double température. Et ça, c'est un scanner d'empreinte digitale qui permet de faire différentes choses. Et ensuite, bien sûr, ici, le tiroir qui permet d'accéder à la SIM ou la seconde SIM ou la micro SD. Enfin, deux SIM ou une SIM et une micro SD. C'est une nano SIM pour le slot 1. Voilà, et la batterie est pas amovible, hein, je pense que vous l'avez compris. Alors, niveau ergonomie, si je le compare au Mate 7, forcément, ça n'a rien à voir. On était sur du 6 pouces, il était plus grand. Là, bien sûr que c'est beaucoup plus intéressant. Bon, en tant que tel, c'est un appareil qui a un écran de 5.5 pouces. Pour moi, ça reste un grand écran. C'est un grand écran, ça fait que, effectivement, quand vous êtes dans l'interface, eh bien, écoutez, vous pouvez pas tout manipuler à une main. C'est compliqué. C'est possible. Il y a des systèmes qui permettent de contrecarrer ça. Je peux vous montrer ça tout de suite. Voilà, par exemple, ça. Le point positif là-dessus, c'est que c'est assez rapide à mettre en place, hein. Vous avez juste à slider sur le côté, sur les boutons ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve que c'est un appareil qui est agréable à manipuler malgré sa taille, de par sa finesse, sa légèreté, son côté premium qui est très agréable. L'écran incurvé, comme je vous disais, ça c'est chouette aussi. Et puis, il y a également deux choses qui aident. Alors, bon, vous pouvez le déverrouiller en appuyant ici. Vous pouvez bien sûr, vous pouvez maintenant le déverrouiller en faisant double tap. Alors je dis maintenant parce que c'est une fonction qui était disponible sur certains terminaux mais qu'on ne retrouvait pas partout, notamment sur le Mate 7 à la base, il n'y était pas, parce qu'ils estimaient qu'avec le scanner d'empreinte digitale, vous n'aviez pas besoin du double tap, sauf que c'était complètement stupide comme façon de penser. Un écran aussi grand, on a besoin de pouvoir le déverrouiller aussi par l'avant. On ne peut pas le déverrouiller que par le côté et l'arrière, on peut le déverrouiller par l'avant et c'est vrai que le double tap, on s'y habitue. En tout cas, moi je m'y habitue. Et donc on a quoi? On a double tap, alors là il est sécurisé, et également la possibilité, si vous l'utilisez, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais il faut sécuriser son terminal avec un mot de passe, mais vous pouvez le déverrouiller rapidement en posant son doigt sur le scanner d'empreinte digitale, et comme vous pouvez le voir, je vais essayer de vous montrer ça. Vous voyez? Pouf. C'est plutôt rapide et il est bien placé. Sur un appareil en 6 pouces, bah, c'était un peu compliqué d'aller le chercher, c'était beaucoup plus haut. Moi j'ai trouvé ça assez abominable à utiliser, je l'utilisais jamais. Là pour le coup c'est rapide, efficace et c'est super bien placé. Donc honnêtement niveau ergonomie là-dessus, je trouve qu'on s'est bien amélioré et c'est un bel appareil qui est bien pensé. Parlons de l'écran. 5.5 pouces, du Full HD, ça fait 401 ppi. On est bien niveau finesse. Oui, on n'est pas au même niveau que tous les écrans en 2K. Bon, moi, personnellement, ça me dérange pas. Je trouve qu'on a une bonne finesse d'affichage. Au-delà de ça, il est équipé d'une technologie qui, moi, me parle en termes d'écran parce qu'on a des noirs vraiment profonds, des couleurs plutôt vives, parfois même un peu trop, mais il est en AMOLED. Et je trouve que là, on a vraiment un très très bel écran. Un bel écran qui propose donc des noirs très profonds. Là, par exemple, si je l'éteins, bah, vous voyez pas la différence avec le noir qu'il y avait dans l'interface, a priori. C'est une façon de le voir, hein, mais en gros, les pixels noirs sont des pixels éteints, et ça, c'est, je trouve, très confortable. À côté de ça, des couleurs vives. Alors bon, comme d'habitude, sur la MOLED, hein, un poil peut-être trop, mais il y a des gens qui apprécieront peut-être ça. Moi, je trouve que c'est toujours un petit peu trop, hein, mais bon, on va pas se plaindre d'avoir des belles couleurs, mais c'est vrai que si vous cherchez à avoir un rendu le plus naturel possible, c'est pas forcément ça. Le côté, bon, j'en ai déjà parlé, mais entre guillemets 2,5D sur les côtés, c'est très agréable. Ça fait que quand on défile, bah, ça bloque pas sur les côtés, le doigt, etc. Donc ça, on le ressent au quotidien, honnêtement, et c'est très plaisant. Que dire de plus? Dernier élément, on a une luminosité max qui est plutôt élevée. Et donc en extérieur, on arrive à déceler, de voir tout ce qui se passe. C'est assez lisible. C'est pas exceptionnellement lisible, mais c'est lisible. Et puis les angles de vue sont décents.
Alors ça tire parfois un peu vers le bleu, vous le verrez pas forcément là, mais généralement ça va, c'est de la MOLED, hein, les angles de vue généralement sont bons. Donc globalement un très bel écran pour un grand affichage, et ça c'est tant mieux, c'est ce qu'on attend sur un appareil de ce taille-là. Moi je suis content de trouver de la MOLED sur un terminal Huawei. C'est vrai que c'est très... moi je trouve ça très confortable. On va maintenant passer à tout ce qui est fonctionnalité sur ce Mate S. C'est un appareil où il y a beaucoup de fonctions qui sont rajoutées par Huawei. Étrangement également, Emotion UI c'est des fonctions en moins par rapport à Android. Alors je vais en parler rapidement histoire de pas oublier, mais moi je cherchais par exemple pour faire ce test, je trouvais ça facile d'utiliser les profils d'utilisateurs. Eh bien, c'est quelque chose qu'on a depuis, je crois, 4.3, quelque chose comme ça. Là, on est sous le Lollipop et on l'a pas, je le trouve pas. Alors peut-être je j'ai pas assez cherché, mais en tout cas, je l'ai pas trouvé. Il y a plein de trucs comme ça hein, que vous retrouvez pas. Par exemple, les widgets sur l'écran de déverrouillage. Vous pouvez pas en avoir. Alors à part si vous installez bien sûr des launchers, etc. Mais de base, Huawei a quand même tendance à supprimer certaines fonctions de base d'Android. Et moi, je trouve ça vraiment dommage. Et j'aimerais bien qu'ils qui retravaille un petit peu ça. Bon, cela étant dit, on a une surcouche qui est plutôt intéressante et c'est parti, on va voir ce que ça donne. Alors, double tap pour déverrouiller ou bien vous utilisez le scanner d'empreinte digitale, ça donne ça. Vous pouvez également utiliser Knuckle Sense, donc c'est la fonction avec les phalanges, là je sais pas trop quoi, les articulations. Et pour lancer différentes choses, donc là j'ai fait un M et je lance la musique. Ça c'est quelque chose qu'on peut faire n'importe où. Alors, il faut taper un petit coup sur l'écran, c'est un peu étrange. Mais en gros, si vous partez direct comme ça pour faire un M, vous voyez. Alors là, ça a marché parce que j'ai tapé un peu, mais normalement, ça marche pas, ça fait ça. Il faut taper dessus et faire ça. Donc, ils ont un petit peu ajusté le système, là, ça va pas marcher. Voilà, je vais faire un O. On verra ça dans les paramètres, je vais aller faire un tour tout à l'heure. Le O, c'est quoi déjà? Non, c'est C pour la caméra. Voilà. Donc, c'est ce genre de truc. C'est plutôt pratique, c'est assez bien fait, et ça marche aussi comme vous l'avez vu sur l'écran quand il est verrouillé. Alors là, il y a un password, un mot de passe, donc c'est normal que ça fasse ça. Et puis ensuite, vous arrivez sur l'écran d'accueil. C'est du grand classique hein, Android avec vous mettez vous-même vos widgets. Le seul truc, c'est qu'on n'a pas de page qui regroupe toutes vos applications. Il n'y a pas de ce type de menu, donc vous allez devoir organiser vos applications sur les pages d'accueil. Euh, Ça peut être un petit peu perturbant au début quand on est habitué à pouvoir avoir toutes ces icônes dans un seul et même écran, un menu principal on va dire, et puis que vous laissez ça un peu de côté, vous en faites pas et vous mettez ce qui vous intéresse sur l'accueil. Là vous avez tout sur l'accueil, donc à vous ensuite de faire des dossiers, etc., de vous organiser. C'est un terminal qui est personnalisable à travers des thèmes. Alors le thème c'est pas grand chose, hein, c'est les icônes, c'est le fond d'écran, ce genre de choses. Ça va pas vraiment très très loin. Vous en avez quelques-uns. C'est aussi l'écran de déverrouillage, ce genre de choses, les couleurs là en fond, enfin vous voyez. Mais ça permet quand même d'avoir une approche légèrement différente en fonction de vos goûts bien sûr. Alors quand vous faites défiler votre doigt sur l'écran d'accueil de cette façon-là, ça va vous afficher une sorte de recherche globale sur le terminal. Ce qui est plutôt pas mal, ça rappelle un petit peu, faut bien le reconnaître, ce qu'on trouve par exemple sous iOS. Globalement, faut pas se leurrer, mais ça ressemble beaucoup à un iPhone. Il y a beaucoup de monde qui va dire ça. Moi, bon, je suis pas toujours d'accord. Pour moi, tous les smartphones se ressemblent plus ou moins. Mais au-delà de ça, enfin, c'est un fait que Huawei, pendant ses conférences, fait beaucoup allusion à Apple. Et Apple est un modèle, semble être en tout cas une sorte de modèle pour Huawei qui n'hésite pas à se moquer d'Apple de temps en temps et de temps en temps à prendre l'iPhone comme référence. Alors c'est assez intéressant, mais c'est comme ça que ça se passe dans les conférences. Donc bref, notification qui s'affiche ici, ordre chronologique, plutôt sympa, une nouvelle interface Emotion UI qu'on a pu découvrir, si je me trompe pas, avec le Mate 7. Ensuite ici des accès rapides à certaines fonctions et les paramètres. On va en faire un tour rapide histoire de voir ce qui a été rajouté. Ce sera pas forcément un tour exhaustif, n'hésitez pas à rajouter des choses dans les commentaires si vous avez envie. Donc différents styles d'écran d'accueil, on a un style simple et un style classique. Si vous voulez vraiment commencer par quelque chose de pas très compliqué dans un premier temps. On peut changer la température de couleur de l'écran, ce qui permet, si vous trouvez que l'écran tire un peu trop vers le bleu ou vers le rouge ou un peu trop chaleureux. Je ne l'ai pas trouvé, j'ai trouvé que les blancs étaient assez bons, mais si vous estimez que les blancs sont pas assez justes à votre goût, vous pouvez gérer les couleurs à cet endroit-là. Ici, quelques modes d'économie d'énergie, donc performance, intelligent, etc. Différents écrans de déverrouillage qu'on peut gérer ici. Mode ne pas déranger, le centre de notification, on peut gérer donc
quelles notifications, enfin quelles applications ont le droit d'émettre des notifications. Et vous verrez d'ailleurs que globalement, sur les terminaux Emotion UI, vous avez tout un système qui va surveiller ce qui se passe sur votre terminal, dans le sens où si vous avez une application qui consomme un peu trop d'énergie, ça va vous le dire. Si c'est une nouvelle application, par exemple, ça va vous dire Instagram consomme X milliampères, donc va falloir, enfin à vous de décider ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez la fermer, est-ce que vous voulez la désinstaller ou ignorer ça complètement. Mais il y a ce genre d'option qui est affiché. Et là, vous voyez par exemple, je sais pas, pour les mises à jour, là, il va dire, ok, tu as le droit d'afficher barre d'état, bannière, écran de verrouillage. Alors ça, ça s'affiche pas hein, sur l'écran de verrouillage. Je sais pas s'ils entendent les notifications là-dedans, mais il n'y a pas de notification sur l'écran de verrouillage. Barre d'état, bon là ça c'est des trucs préinstallés, enfin bon, bref voilà. Donc ça c'est pour la gestion des notifications et vous verrez juste après, il y a également un gestionnaire du terminal avec une sorte de sécurité, enfin avec des options de sécurité, ce genre de choses. Applications protégées, donc ça c'est ce qui permet tout simplement de définir quelles applications ont le droit de fonctionner quand l'écran est mis en veille. Donc ça, c'est les applications typiquement où vous voulez avoir des fonctions, enfin vous voulez continuer, oui, d'avoir des fonctionnalités qui fonctionnent même si le terminal est éteint, ou est en veille en tout cas plutôt. Sécurité, alors empreinte digitale, ça va se passer ici. On peut gérer les empreintes digitales là, donc là je vais mettre mon mot de passe et ensuite je peux en ajouter. Donc là on peut les nommer, etc. C'est très rapide à rajouter, donc c'est plutôt sympa. Ça permet aussi d'accéder au coffre-fort, etc. Une zone sécurisée sur le terminal. Mais vous pouvez également prendre des photos avec, vous le voyez ici. Vous pouvez également prendre un appel. Alors moi ça j'ai pas configuré, mais prendre des photos, ça permet de prendre des photos de face comme ça plutôt bien. Pour visionner les photos, vous le verrez si j'oublie pas. Je peux vous montrer rapidement 2-3 trucs histoire de pas oublier, mais là je peux baisser comme ça le tiroir des notifications. Alors si par exemple je suis là, et s'il y avait une notification, un double appui rapide permet de fermer la notification. Donc ça c'est... Je l'utilise pas souvent, mais c'est pas inintéressant. Vous avez l'appareil comme ça, vous pouvez rapidement voir si vous avez des notifications. Je trouve ça plutôt cool. Et puis après, comme ça au moins je vous le montre. Mais là je suis en train de défiler, gauche, droite, avec mon doigt là, vous voyez. Ah, voilà. Donc plutôt intéressant. Si vous voulez pas avoir votre doigt sur l'écran pendant que vous regardez des clichés. Voilà, ce sera tout ici. Toc, les comptes, gestion des applications, applications connectées. Donc ça c'est de la même façon que vous pouvez gérer les notifications. Vous pouvez gérer ici quelles applications ont le droit d'accéder aux données mobiles et au Wi-Fi. À vous de voir. Ça c'est mal traduit mais c'est sensibilisation au discours. C'est normalement la possibilité de le réveiller avec les commandes. Je crois que c'est ça, non? Lorsque vous savez votre téléphone près de vous, vous êtes dans la capacité de le toucher. Ah oui, c'est ça, oui, ok. Alors, c'est le truc qu'on avait découvert sur le P8. Ça, enfin, ça fait longtemps que j'ai pas touché à ça, mais en gros, vous l'activez. Si le terminal est caché quelque part chez vous ou sous un tas d'oreillers quelque part, vous pouvez l'appeler. Alors, lui, le mot-clé, vous pouvez changer, mais c'est de base, il met OK EMI et le terminal, normalement, vous entend et vous répond et se met à faire du bruit pour que vous puissiez le retrouver. Ça, c'est plutôt marrant. Ici, vous avez des gestes, donc par exemple retourner, soulever, mettre à l'oreille pour passer un appel quand vous êtes par exemple dans les contacts, ce genre de choses. Bon, ça c'est assez entre guillemets classique. Faire une capture d'écran en faisant comme ça, normalement ça doit marcher. Voilà. Donc en tapant comme ça, hein, ça marche pas avec le doigt, heureusement. Et d'ailleurs, pour info, là je le mentionne maintenant, il y a plein de choses que je vais mentionner dans le vif parce que je veux pas l'oublier, mais avec le P8, moi j'avais beaucoup de soucis avec Knuckle Sense qui faisait que après quelques mises à jour ça allait, mais au début en tout cas, quand on le prenait en main, eh ben, très régulièrement il croyait que j'utilisais l'écran avec mon articulation et pas avec mon doigt. Et ça faisait que le terminal était difficile à utiliser de temps en temps. Et là, avec celui-là, j'ai jamais eu ce problème, jamais. Parce que j'ai l'impression que maintenant, il a besoin qu'on tape un petit coup avant d'activer Knuckle Sense. Et du coup, ça change tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Toucher deux fois pour allumer l'écran, il est ici, activé. Il n'est pas activé de base, il me semble, et ensuite dessiné pour accéder à une application. C'est ce que je vous montrais au début. Par exemple, W pour la météo, et je crois qu'on peut personnaliser ça. Il me semble, hein. J'ai pas trop regardé, mais ouais, voilà, on peut. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt bien fait, je trouve, toutes ces interactions.
On continue là-dedans parce que c'est pas fini. La barre de navigation, on peut la customiser, donc en fonction de vos envies. Hop, si vous avez envie d'avoir le retour qui est à droite, eh ben vous faites ça. Si vous préférez qu'il soit à gauche, vous faites ça. Interface de navigation une main, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Vous faites ce geste-là. Et après, vous pouvez manipuler l'interface juste comme ça. Et vous avez également la possibilité d'avoir le clavier, le pavé de numérotation qui se met sur le côté. Ensuite, on a les fenêtres doubles. De base, c'est pas activé. Vous pouvez l'activer. Alors, deux possibilités. Soit vous restez appuyé sur multitâche, soit vous faites comme ça. Alors, je vais vous montrer ce que ça vaut. On va se mettre dans les messages. Je fais ça. C'est pas là-dedans. On va se mettre dans les photos. Paf, voilà. Et comme ça, après, vous pouvez... pourquoi il me met ça? Oui, ah oui, pardon, c'est juste un tuto. Voilà. Et donc là, j'ai le multi-view, multi-window, je sais pas comment on appelle ça déjà. Enfin, ça va dépendre de chez qui. Et là, bah, par exemple, j'ai la possibilité d'avoir le web et ça d'un côté et de l'autre. Donc ça marche en faisant comme ça, ou ça marche en restant appuyé sur le multitâche d'ailleurs, qui ressemble à ça, avec possibilité de tout fermer en faisant comme ça. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout pour les paramètres. On va passer dans le reste du terminal assez rapidement. Enfin, je vais essayer de faire vite. Donc, pavé pour composer un numéro de téléphone. Ensuite, vous avez tout ce qui est les contacts juste ici. Les messages là. Il y a un truc à noter, je ne vais pas pouvoir vous le montrer parce que mon numéro de téléphone s'affiche. Mais quand vous faites comme ça, vous avez ce qu'ils appellent le mode pouce. Et en fait, si vous faites un défilement complet, vous aurez un QR code qui va s'afficher, votre numéro de téléphone. Et ce QR code, vous pouvez le faire scanner par quelqu'un et il va accéder à votre fiche en fait. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et les messages, ça s'affiche comme ça. Donc ça, c'est l'approche Emotion UI à partir de la version 3.0, si je me trompe pas. Où en gros, vous avez tout ce système chronologique, donc avec les messages qui s'affichent comme ça, les notifications qui s'affichent de la même façon. Et tout ça, c'est des lignes et des ronds, des traits. C'est assez épuré finalement et c'est plutôt sympathique. Alors, moi, j'ai installé SwiftKey. Mais de base, ça va pas être SwiftKey. Alors, attendez, si j'y arrive. Voilà, merci. Hop. Donc, le clavier de base, ça va être ça. Ça va être Swipe plutôt. C'est à peu près la même chose que SwiftKey. Ça permet d'avoir un clavier intelligent qui apprend en fonction de ce que vous frappez. Enfin, ce que vous entrez dessus. Un système de tracé également. Enfin, ce genre de truc. Ils se valent tous plus ou moins. Après, moi, je reconnais que, une petite notification au passage, je reconnais que je suis assez fan de SwiftKey, mais si de base vous avez un clavier qui est très très fonctionnel, qui marche bien, il n'y a pas de problème, mais si vous voulez évoluer, bah, comme d'habitude sous Android, c'est tout à fait possible. Vous voyez les petites notifications comme ça, c'est plutôt pratique pour voir directement ce que vous avez, enfin, si vous avez une notification. Alors, sur l'application. Donc, l'appareil photo. Alors l'appareil photo, c'est l'interface qui est la même que sur le P8 avec quelques éléments en plus. Ils ont même renommé certaines choses, donc ça c'est plutôt bien. Donc là par exemple, la photo, paf, on prend une photo rapidement. On zoome, dézoome comme ça. On a différents effets ici. Euh, Ça vaut pas un Instagram, mais c'est même genre. Euh, Ensuite, si je reste appuyé sur le scanner d'empreinte digitale, ça prend un cliché, vous l'avez peut-être pas trop vu, ça se verra mieux comme ça. Donc là, voilà, là je prends une photo. Et quand on prend une photo en mode autoportrait, on a un petit carré qui s'affiche juste au niveau de la caméra frontale, ce qui permet d'avoir les yeux qui regardent pas l'écran, qui regardent. On se regarde quand même, mais en regardant au bon endroit, ce qui est plutôt pas mal. On a un mode embellir qui lisse vachement les contours de la peau, c'est assez ignoble. Alors je sais pas si vous allez voir, c'est un peu déformé, désolé, mais en gros, là voilà, c'est brut, là c'est au max, ça c'est un peu flouté, là c'est bizarre. Mais bref, je vous mettrai des échantillons, peut-être, enfin vous connaissez, je pense, ce genre de mode. Ça lisse vraiment la peau et c'est pas exceptionnel. Ensuite, on a un mode light painting. Je vais pas vous montrer ce que ça vaut là, je vous ai montré à peu près ce que ça valait sur le P8. En gros, ça permet de faire ce qu'on appelle du light painting, à savoir une exposition longue qui permet d'enregistrer des traînées de lumière. Donc, par exemple, vous mettez dans des conditions un peu sombres, vous avez une lampe, vous prenez une photo, quelqu'un stabilise, il faut que ce soit très bien stabilisé devant, et vous dessinez quelque chose avec une lumière, ça va faire un tracé, c'est très joli. Ça peut être généralement assez laid d'ailleurs, mais bref, c'est à vous d'être créatif.
la possibilité de filmer bien entendu et de filmer également, enfin de faire du time-lapse. Ensuite on a différents modes ici, panoramique, un mode nuit noire, HDR, quelques options en plus, là ça c'est plutôt chouette. Si vous avez envie d'aller un tout petit peu plus loin en termes de photographie. Donc là la gestion des ISO, je sais pas, l'autofocus, là ici on a le mode manuel. Focus manuel, je trouve ça très pratique si le produit vous trouvez pas assez réactif par rapport à ça. Donc ça c'est plutôt sympa. On a également ça qui s'affiche en mode vidéo. Donc par contre on peut pas changer le focus en cours de vidéo, ce genre de truc. Mais globalement c'est bien d'avoir ce petit mode entre guillemets mode pro. Meilleure photo, filigrane et réajustement de documents. Alors ça c'est plutôt sympa. Je vais essayer de vous montrer ça sur quoi, hein. Rapidos, voilà, je suis en train de tester ça. Je vais prendre une photo. Alors, quand vous prenez une photo en mode document, s'il arrive à le détecter, donc faut prendre un angle, hein, faut prendre un angle assez. Ouais, je vais la prendre comme ça, c'est pas grave. Mais il peut détecter automatiquement les contours du document. L'idée c'est quoi? C'est que vous êtes par exemple dans une conférence ou un cours ou n'importe quoi, il y a une présentation, mais vous n'êtes pas en face et vous voulez prendre un cliché. Eh bien, vous prenez votre cliché. Et puis ensuite, alors soit ça le fait automatiquement, soit vous placez voilà les coins hop, de l'image, enfin les coins où il faut. Je suis en train de faire ça très très mal, j'ai l'impression. Bon, on va dire que c'est ça. Ça va analyser assez rapidement le truc et ça va vous proposer du coup un cliché qui est plus droit. Alors là, vous voyez, c'est pas parfait, hein, bien sûr. Mais si vous avez un angle qui est pas trop trop dur, vous prenez une photo d'une conférence ou encore une fois d'un cours, etc. Vous aurez quelque chose qui est pas trop mal. Et si c'est pour prendre des notes, etc. Honnêtement, ça peut fonctionner. Donc ça, c'est pas mal du tout. Note audio et ensuite vous avez les paramètres avec tout ce qui est définition. Donc là voilà, vous montez en 13 mégapixels en 4 tiers, étiquette GPS, moi je vais l'enlever. Le selfie parfait, si vous avez envie voilà, d'embellir vos selfies directement. Donc ça c'est à vous d'activer cette option, elle n'est pas activée par défaut. Si vous voulez pas que le terminal fasse du bruit, est-ce que vous voulez une minuterie? Est-ce que vous voulez appuyer sur l'écran, que ça prenne une photo ou pas? Est-ce que vous voulez que ça prenne une photo quand vous souriez? Enfin voilà, la stabilisation optique qui est activée ou non, de base elle est activée, c'est ce genre de truc. Et ça c'est plutôt sympa. Il y a un autre truc à savoir, c'est que si on appuie 2 fois sur la touche bas, volume bas, ça va prendre une photo et ça directement. Donc l'idée c'est quoi? C'est vous faites comme ça, par exemple, toc, et vous prenez un cliché. Alors le focus n'a pas forcément le temps de se faire. Mais si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Vous pouvez toujours décocher l'option prise de vue rapide et mettre ouvrir l'appareil photo. Donc comme ça, ce qui va se passer, c'est que ça va simplement ouvrir l'appareil photo rapidement quand vous appuyez 2 fois sur bas. Et bien sûr, vous pouvez prendre quand l'écran, ça c'est surtout les terminaux Android, mais quand le terminal est verrouillé par mot de passe, vous pouvez quand même prendre des clichés, mais vous ne pouvez pas accéder à la galerie, vous ne pouvez pas accéder au reste du terminal, bien entendu. Alors côté web, vous pouvez utiliser Chrome, ce que je conseille plutôt, ou bien le navigateur qui est proposé par Huawei, bon, qui est pas mauvais en soi, mais il n'y a pas de raison honnêtement aujourd'hui de ne pas utiliser Chrome, dans la mesure où ça marche vraiment bien. Alors après un truc moi que j'ai noté, c'est que les performances sont globalement bonnes, l'écran est très beau, donc honnêtement la navigation web se fait super bien. Après, hein, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Après, ah non, c'est une pub qui s'affiche sur le monde en fait là. Voilà, c'est parce que j'ai voulu passer en mode complet et ça marche pas très bien. Mais ça c'est pas le terminal qui fait ça, c'est le site internet qui a une pub un peu costaud et du coup le terminal aime pas trop. Ce que j'ai constaté, c'est que sur certains sites un peu lourds, quand il y a beaucoup de composants qui se chargent, parfois le défilement il manque un tout petit peu de réactivité, mais globalement, enfin vous voyez, c'est propre quoi. Toc, paf. Bon, là, je sais pas ce qui s'est passé. Et les sites sont pas forcément optimisés pour s'afficher comme ça, mais bon, sur mobile. Mais là voilà, j'ai cet homme, je sais pas ce qu'il a fait. Il s'est pas rasé, c'est sûrement ça le problème. Et donc non voilà, ça marche quand même plutôt bien. La navigation web est super confortable. Il n'y a pas de problème. On va passer dans la plupart des applications natives. Donc, tout ce qui est galerie, vous avez vos photos ici, géotaguées ou non, avec la possibilité d'avoir un plan, ce genre de choses. Et puis bien sûr les albums ici.
Vous pouvez défiler dans vos clichés, donc comme je disais, en utilisant le scanner d'empreinte digitale derrière, là, que j'utilise d'une main. Ça permet aussi de faire ça, hein, c'est la navigation dans vos photos à une main. Enfin, on n'y pense pas trop, mais sur un écran de cette taille-là, ça peut être pratique. Et là, vous voyez, ça tourne bien, moi je trouve. Voilà. C'est très rapide, très, très réactif. Il n'y a aucun problème. Là-dessus, on peut partager le cliché, etc. Bon, Là-dessus, on a un classique. Tout est bien rangé. On peut créer des albums soi-même. Enfin, voilà. Ensuite, tout ce qui est musical, ça ressemble à ça. Alors là, j'ai pas de pochette, donc ce sera pas super stylé. Mais c'est pas grave. On va quand même regarder ça. Donc, par exemple, je sais pas, on va mettre ça. Voilà, ça ressemble à ça, comme ça. Compatible DTS. On a les options classiques, hein, on peut défiler dans un morceau comme ça. On peut accéder aux paroles éventuellement comme ça, ou à la playlist en cours ici. On peut mettre un like pour, entre guillemets, un like pour l'ajouter aux favoris. Et puis je vais mettre le son un peu plus fort. Alors comme vous voyez, hein, le haut-parleur est que d'un côté. C'est un haut-parleur qui, en toute franchise, n'est pas excellent. Il y a un volume qui est certainement là, mais il sature un petit peu. Il est pas là pour impressionner. C'est un peu décevant. Moi, j'aurais bien aimé que Huawei fasse quelques efforts là-dessus, surtout sur un appareil à ce prix-là. Il fait le boulot si vous regardez une vidéo. Si vous écoutez de la musique, ce sera pas incroyable, mais vous entendrez quand même le truc. Maintenant, faut pas s'attendre à des miracles. Ça vaut pas un double parleur stéréo amplifié en frontal par exemple. Donc voilà, il y a beaucoup d'autres appareils qui s'en sortent mieux, mais bon, on va dire qu'on va faire avec, mais c'est pas exceptionnel. Et puis ensuite ici, on a album, artiste, etc. Tout est là. C'est assez bien fait. Ouais, en toute franchise, c'est pas mal. Et puis après, sinon, si vous aimez pas ça, vous pouvez utiliser Play Music ou vous pouvez en télécharger d'autres. C'est toujours une des possibilités. On peut lire ces vidéos éventuellement par là. Là, c'est une vidéo Twitter, on va peut-être plutôt, je sais pas, je peux vous montrer ça. Voilà. On défile comme ça marche bien, c'est propre. Pas grand chose à dire, c'est un bel écran, bon format, etc. pour regarder de la vidéo sur YouTube, etc. En toute franchise, vraiment, c'est une belle taille et comme l'écran est sympathique, si vous regardez notamment de nuit dans le noir, une vidéo avec l'AMOLED, ça rend toujours très très bien. Donc ça, c'est sympa. Niveau email, alors vous avez plusieurs possibilités, comme d'habitude, ou de moins en moins d'ailleurs, hein, de moins en moins une habitude, puisque généralement sur les terminaux Android désormais, vous utilisez le client Gmail, le client proposé par défaut, qui c'est le client qui s'appelle Mail, mais en gros c'est Gmail plus éventuellement d'autres choses. Là vous avez quand même un client à part, vous rafraîchissez en faisant comme ça. Vous pouvez éventuellement faire des sélections en appuyant là. Honnêtement, mis à part le simple fait que vous pouvez mettre tous les comptes que vous voulez, ce qui est désormais possible dans Gmail, il apporte pas grand chose. Moi j'utilise Gmail qui est juste là. Et si vous regardez l'interface concrètement, ça reprend la même approche. Donc à vous ensuite de voir laquelle vous voulez utiliser. Il n'y a pas d'obligation. Ensuite, vous avez un utilitaire alors qui permet de scanner l'appareil, ensuite de fermer des processus en cours qui mangent, entre guillemets, qui consomment pas mal de mémoire ou éventuellement d'énergie. Ou s'il y a des choses à nettoyer, des fichiers temporaires, quand vous installez des applications, etc., ils vous le proposent. Donc voilà. Il y a un filtre anti-spam, alors qui est vraiment pas mal. Moi, je crois l'avoir utilisé. Non, ça s'affiche pas. Ah, parce que j'ai supprimé mes messages. Mais voilà, j'avais reçu un spam par exemple, ou non, on m'a appelé, c'était un numéro spam. Hop, je l'ai mis directement dans mon filtre anti-spam. Et ça, c'est top. C'est des trucs comme ça. Moi, j'apprécie vraiment de les avoir sur le produit. Ça, l'économie d'énergie, on la retrouve ici aussi. Gestion des flux, c'est le gestionnaire de données en fait qui est présenté différemment, avec un peu plus de fonctions. Centre de notification qu'on a déjà vu tout à l'heure, tout est regroupé dans une même interface, mais pas dérangé. Gestion des bulles de notification, ça on l'a vu aussi. Et le verrouillage de certaines applications. On l'a pas vu tout à l'heure, mais ça permet donc de verrouiller certaines applications par mot de passe éventuellement. Vous avez un navigateur de fichiers qui se trouve là, quelques outils, donc l'utilitaire de mise à jour, la météo, dictaphone, ça c'est bien parce que c'est pas sur tous les terminaux et maintenant par défaut dans Android on l'a pas. Alors je sais pas si on l'a eu à une époque, il me semble que oui,
mais désormais on n'a plus. Donc vous l'avez là. Un mode miroir, donc en gros ça utilise la caméra frontale. Un mode loop. Enfin, c'est des petits trucs. La calculatrice, bien sûr. C'est des petits trucs, mais c'est toujours sympathique. La lampe torche également. Il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer d'ailleurs. Quand vous accédez ici, vous avez la lampe torche, l'appareil photo, la calculatrice. Et ça, c'est le dictaphone, non? Ouais. Avec un mode réunion. Alors, j'en ai pas encore parlé parce que ça, c'est dans le dictaphone. Mais vous avez un peu à la manière de. Vous voyez, chez Samsung, ils ont fait ça. Donc, vous enregistrez, il va détecter d'où le son vient. En théorie. Donc là, c'est en mode réunion. Honnêtement, je l'ai jamais utilisé. Là, je viens de tomber dessus et ça me rappelle qu'effectivement, ils en ont parlé. Et c'est un système un petit peu comme chez Samsung. Donc vous avez un mode réunion, conseiller leur discussion à plusieurs. Donc ça va enregistrer de différentes sources comme ça et ça va vous montrer son origine. Entretien, donc en face-to-face comme ça. Et puis juste un mode normal. Donc voilà, ça c'est vraiment top. Moi, j'utilise souvent ces trucs-là qui permettent d'accéder rapidement, notamment à la lampe torche, ce genre de choses. Et vous pouvez, si vous voulez, même configurer un geste comme ça avec l'articulation qui lance la lampe torche, comme sur le OnePlus 2 par exemple. C'est tout à fait possible et ce serait assez pratique, je trouve. Alors, on va continuer là-dedans. Je pense on n'est pas loin d'avoir fini. Les thèmes, je vous ai montré. Il y a un bloc-notes, l'agenda qui ressemble à ça, qui est honnêtement pas mal fait. Différentes vues comme ça. Donc c'est du classique et c'est très cohérent en termes d'interface. Mais ça, bon, vous connaissiez peut-être déjà. Un mode qui s'appelle le mode réalisateur. Alors, moi, je ne l'ai pas utilisé sur ce terminal. Je sais que je l'avais testé avec le P8. En gros, si vous avez plusieurs terminaux sur Android avec cette application installée, c'est une application qui est disponible sur Play Store, vous pouvez utiliser ce terminal Huawei. Alors il faut un terminal Huawei pour l'utiliser en tant que réalisateur. Et en gros, plusieurs appareils sur Android se connectent à cet appareil, filment, et celui-ci va pouvoir enregistrer une vidéo en choisissant en direct les plans que vous voulez utiliser. Donc par exemple, j'ai deux autres terminaux sur Android, je filme quelque chose enfin, avec différents plans, et sur celui-là, je vais dire, ok, bah toc, là je veux le plan avec le Sony. Là, hop, je veux le plan avec le Galaxy S6, etc. Et après, ça fait une vidéo à la fin, alors avec une qualité qui est pas exceptionnelle, et qui va dépendre aussi des terminaux, mais ça va vous faire quelque chose d'assez intéressant. Alors voilà, moi je l'ai jamais utilisé de manière vraiment fonctionnelle, mais c'est une fonction que je trouve assez intéressante. Toc toc, je pense qu'on a fait à peu près le tour ici. Ça c'est juste des applications que moi j'ai. Ils ont préinstallé quelques trucs comme les pages jaunes, comme leur Vmall. C'est leur boutique en ligne pour pouvoir acheter notamment ce produit-là ou bien éventuellement des accessoires. Bon, moi ça me dérange pas trop. Il y a des jeux qui sont préinstallés, c'est pas exceptionnel. Par exemple, ça c'est de la pub pour, je crois que c'est Gameloft. Bon, voilà, vous avez juste à les désinstaller. C'est assez j'aime pas ça, mais c'est pas si gênant que ça. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur les fonctions. Je vérifie juste, comme je disais, donc on peut utiliser une main. Il y a le multiview, mode réalisateur, dans la PN et tout, Knuckle Sense, le scanner, double, voilà. Ah oui, un dernier truc, c'est pas très intéressant, mais je vous le montre. Donc par exemple, vous faites ça, vous faites un cœur, et sur le P8, on avait cette fonction qui permettait de dessiner une zone pour prendre une capture d'écran. On l'a toujours, sauf que cette fois, ça va permettre de faire la forme que vous voulez, et en fait, ça va découper le truc et vous sortir un fichier PNG avec fond transparent. Euh, bon, vous aurez peut-être un usage pour ça, moi j'en ai pas, mais en gros, si vous avez envie, vous pouvez découper euh, quelque chose avec la forme que vous souhaitez. Donc voilà, j'ai voulu faire un cœur, mais j'ai un cœur ici parfait. Je l'enregistre, ça va me faire un PNG, donc un fichier PNG, tout est transparent autour. Voilà. Et vous pouvez l'utiliser après pour faire différentes choses. Ça, c'était un petit détail, mais c'est dans la lignée de tout ce qui est Knuckle Sense. Et au final, ça marche pas si mal tout ça, et c'est surtout pas gênant. Il y avait des bugs sur le P8, on les retrouve pas ici. Et dernière chose, pour rappel, le Force Touch, qu'est-ce que c'est censé être? Et on l'a pas ici, on l'a que sur la version 128 Go. C'est une fonction qui permet d'ajouter différents niveaux de pression sur la dalle tactile. Et ça permet de faire différentes choses, comme zoomer dans des photos. Apparemment, vous pouvez peser des éléments assez légers. À mon avis, c'est pas très très précis, mais voilà, c'est ce genre de truc. Donc, c'est plein de fonctions que je vais pas pouvoir vous montrer là parce que cette version-là que j'ai n'est pas équipée de cette techno. Il y a juste la version 128 Go qui dispose de ça.
Parlons maintenant performance. C'est un appareil qui, dans l'interface, globalement, s'en sort bien. Comme je vous disais, sur des sites peut-être un peu lourds, parfois, c'est légèrement saccadé, mais c'est pas franchement gênant. Euh, Quand vous êtes dans une application, vous voyez, vous pouvez basculer assez rapidement d'un élément à l'autre. Je veux dire, ça se passe bien. J'ai pas pour l'instant de grosses lenteurs. L'appareil photo est assez réactif. Alors ça dépend de nuit, effectivement, il doit un petit peu stabiliser le truc. Et de temps en temps, ou bien avec le mode HDR, forcément, ça rajoute, vous voyez, amélioration de la netteté de la photo, il y avait écrit ça en haut. Ça rajoute une petite seconde, mais ça va. Vous en sortez plutôt bien par rapport à ça. Et à côté de ça, en performance brute, donc là j'ai calculé ça avec Antutu, on arrive à 53 237 points. C'est dans la moyenne des terminaux haut de gamme, c'est pas dans le top. Hein, le top, si vous voulez le voir, bon, on est plus dans les 60 000 et plus, notamment là chez Samsung. Ça, je sais pas ce que c'est. Xiaomi, le OnePlus 2, alors moi j'avais pas ça, donc voilà. C'est pas forcément important, mais c'est bon quand même de savoir que le score est assez bon. Pas au top, mais assez bon. Et au final, c'est un appareil, moi j'ai essayé plein de jeux. Alors j'ai essayé, je peux vous en lancer un juste parce que je sais que vous aimez bien, mais je sais pas, je vais lancer Real Racing. Euh, c'est un jeu qui est plutôt joli et il tourne vraiment à la perfection, il n'y a aucun problème. Je fasse gaffe avec la musique de fond là et les problèmes de copyright avec YouTube. Donc voilà, mais ça tourne super bien, c'est propre, enfin il y a rien à dire quoi. Ah c'est tout. Ah, super. Voilà, mais donc il y a aucun souci niveau jeu, honnêtement, vous allez vous amuser avec cet appareil et puis le fait qu'il soit léger, c'est des trucs un peu bêtes, mais on peut bien le saisir sur les côtés comme ça puisqu'il est léger, que je sais pas, ça accroche bien, on peut bien le tenir. Et honnêtement, pour jouer comme ça, c'est super confortable. Bon, comme sur beaucoup d'appareils, mais ils sont pas tous équilibrés de la même façon en termes de design. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Donc ça c'était pour les performances. Avant de finir par tout ce qui est photo, vidéo et bien sûr la conclusion, juste sur l'autonomie, on a un terminal qui offre une autonomie qui est intéressante. On a quand même une batterie qui est quand même bien moins grosse que sur le Mate 7, puisqu'on a un terminal avec euh, des dimensions qui sont moindres. Donc là, par exemple, on voit quoi? On voit que j'étais à 100% à minuit. Et là, il est quelle heure? Il est 17 h. Et on est à quoi? À 40%. Bon, il a passé la nuit, donc il a un peu perdu là, parce que je regardais des vidéos hier soir, je crois. Ouais, ça doit être ça. Donc voilà, en usage vidéo, en usage jeu, forcément, ça consomme plus. Au global, moi, ce que j'ai constaté, c'est que mon test classique d'autonomie que je mettrais avec la courbe et tout le bousin sur test mobile, j'arrive à 58%. C'est un peu au-dessus apparemment du Mate 7. Sauf que dans les faits, au quotidien, voilà, en ayant une utilisation qui n'est pas toujours la même. Hein. Parfois, vous avez des appels dans la journée, parfois vous n'en avez pas, parfois vous avez envie de jouer, parfois vous regardez des vidéos, voilà. Et sur plusieurs jours, ça fait plusieurs jours que j'utilise au quotidien, j'ai toujours eu ma journée complète. Donc ça, c'est déjà pas mal. J'ai envie de dire, c'est bon, une batterie de 2700 mAh, c'est pas énorme. J'aurais aimé plus, mais bon, mais ça suffit apparemment. Alors voilà, donc j'ai une journée complète et souvent je termine ma journée avec 30 à 40% d'autonomie. Là, je suis à 40% ici parce qu'apparemment il y a eu quelques coups, enfin quelques chutes ici. Mais vous voyez, il est 17h30, ça veut dire qu'en fin de journée, je serai à 10%. Donc ouais, il va falloir que je le recharge ce soir en l'ayant utilisé peut-être un peu plus que en temps normal. Mais généralement, si je l'utilise pas trop, ouais, c'est 30-40% en fin de journée. Sauf que 30-40% en fin de journée, bah, ça fait pas la journée d'après. Donc ça, c'est toujours la même problématique. Si vous l'utilisez pas mal, vous aurez votre journée, mais ce sera tout, mais ce sera déjà pas mal. Par contre, si vous l'utilisez un peu plus léger, de manière plus légère, ou si vous le laissez en veille, bon, c'est pas très intéressant, mais si vous l'utilisez peu, vous aurez normalement vos 2 journées. Ça devrait pas être impossible. La fin de seconde journée sera difficile, c'est clair, avec 2700 mAh. Mais c'est envisageable. Donc c'est un appareil qui a quand même une autonomie qui est décente, qui n'est pas assez bonne, aussi bonne que son prédécesseur dans un usage quotidien. Sur mon test d'autonomie, c'est à peu près la même chose parce qu'il a l'air d'être aussi gourmand en utilisation de jeux, de ce genre de choses. Mais par contre, au quotidien, quand vous faites des tâches vraiment simples,
bien, il s'en sort un peu moins bien que le Mate 7, mais ça a du sens aussi puisque la batterie est plus petite. Malgré l'affichage qui est plus petit également, on a quand même une batterie qui est vraiment plus petite. Et pour finir, on va passer par tout ce qui est qualité photo et vidéo. Alors, c'est un terminal, je vais passer très rapidement là-dessus, je vais vous montrer quelques échantillons et je vous inviterai à aller sur Test Mobile pour voir les échantillons en grand. Là, c'est vrai que c'est pas très forcément, c'est pas très confortable. Je zoome un peu comme ça, ce sera peut-être un poil mieux. Alors, en photo de jour, ce qu'on a, c'est que on a des couleurs qui sont plutôt bonnes, qui sont assez proches de la réalité. Cela étant dit, je trouve que la balance des blancs, alors vous le voyez pas parce qu'il y a une balance des blancs qui est effectuée également par la caméra, mais il y a une légère teinte sur les blancs qui est d'ailleurs pas toujours la même. Alors, c'est compliqué, mais là, ça tire éventuellement un peu vers le orange. Là, ça tirait un peu vers le jaune. Là, c'est plus très légèrement bleuté, mais c'est très subtil. Donc, c'est pas vraiment un problème, mais c'est à noter. C'est-à-dire que de temps en temps, vous aurez peut-être une balance des blancs qui est pas tout à fait exacte. Mais c'est pas dramatique. Alors, ça va dépendre vraiment de votre niveau d'exigence, mais c'est pas dramatique. Le focus se fait bien, assez rapidement, et vous avez aussi un mode manuel qui est toujours confortable. De nuit, euh, je suis assez mitigé parce qu'à la fois c'est pas trop bruité, c'est pas très très laid, les couleurs sont à peu près fiables. Bon, ça manque de détails, mais c'est un classique de nuit. Je dois avoir d'autres photos de nuit à vous montrer peut-être parce que je voulais essayer. J'ai essayé différentes choses pour une raison simple, c'est que j'ai constaté. Si vous regardez ces photos-là, vous voyez peut-être toc au milieu, il y a un petit halo rosé. Alors j'ai bien vérifié, c'est pas par exemple une petite diode qui s'affiche là et qui va faire une petite lumière. Non, il y a pas ce genre de choses. Et j'ai constaté ça sur certains clichés où on est dans des conditions assez sombres et où le fond est blanc. Et donc ça se voit particulièrement. J'ai un petit halo, vous le voyez au milieu, un petit halo rosé. Alors bon, et là j'ai pu le tester comme ça. Là j'ai rallumé la lumière et là je l'ai éteinte et on voit quand même un léger truc. Ouais non bah pardon attendez. Voilà c'est ça pardon c'est celle-là. Là j'ai allumé la lumière on le voit plus. Là on le voit vraiment bien. Donc je sais pas si vous aurez ce problème. Je sais pas si c'est un problème logiciel. Je sais pas si c'est juste mon produit. Si vous l'avez si vous avez le Mate S et que vous avez ce problème, dites-le moi. Si vous l'avez pas, bah, à tester. En gros, pour tester, vous mettez dans le noir, prenez un fond blanc et vous me dites si vous avez un petit halo rose au milieu, voilà. Mais sinon, au-delà de ça, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal de nuit. C'est pas incroyable, mais c'est pas trop mal. Alors bon, voilà. Moi, je trouve que ça manque parfois un petit peu de détails quand même. Globalement, le rendu est pas exceptionnel sur les photos, que ce soit de jour comme de nuit. C'est-à-dire que ça fait un côté un peu accentué, qui est pas très sexy entre guillemets. Pareil ici, hein, même si au global ça fait le boulot, mais voilà, c'est pas un appareil qui est excellent. Il est quand même derrière tout ce qui est Galaxy S6, tout ce qui est des derniers iPhone, etc. Bon, en vidéo, ça va se passer ici, je crois. Peut-être pas. Non, ça c'est ce que j'ai filmé pendant le test, juste là. J'essaie de vous trouver ça. Il est où mon échantillon? Là. Alors, en vidéo, le son est pas mauvais. J'ai coupé le volume là, c'est pas dramatique. Vous le verrez sur Test Mobile. Le son est pas mauvais, mais c'est pas non plus exceptionnel. C'est-à-dire que ça sature un peu, c'est pas très très propre. Ça fait le boulot encore une fois, mais voilà, on se retrouve un peu sur les mêmes constats un peu moyens. De jour, moi je trouve que ça manque de détails. Ça se voit pas à l'écran comme ça, mais si moi je la regardais en full screen sur mon ordinateur, c'est voilà, c'est comme en photo, c'est propre. Enfin, c'est propre, c'est-à-dire que les couleurs sont bonnes, la balance des blancs s'en sort à peu près bien, mais il y a ce rendu qui est pas très très agréable à l'œil. Et de nuit, par contre, en vidéo, c'est assez problématique. L'autofocus est très compliqué. Alors là, je suis vraiment de nuit, comme en photo, hein, comme tout à l'heure. Mais en vidéo, on voit vraiment beaucoup moins. Vous avez vu, on avait ce petit halo aussi qui s'est affiché là. Donc je sais pas quoi en penser. En gros, le focus est compliqué. Et c'est dommage parce qu'en vidéo c'est quand même important. On arrive quand même à le faire, mais il faut se battre un petit peu. Et puis bah, y a beaucoup de bruit, puis il y a ce petit halo un peu rouge de temps en temps. Donc honnêtement, la qualité photo, enfin la qualité vidéo de nuit, c'est pas du tout ça sur cet appareil. Donc c'est un des défauts du terminal.
Donc bref, voilà. Alors pour conclure, au global, pour ce moyen grand Mate S de Huawei, déjà d'un, moi c'est un appareil au global qui me plaît beaucoup plus déjà que le Mate 7 et qui a pas mal d'atouts, hein. Je veux dire son design, qui est pour moi un design de qualité, qui est vraiment réussi. Son ergonomie, même si elle n'est pas excellente parce qu'il est grand, Huawei a quand même fait du boulot pour optimiser ça. Le double tap, le scanner d'empreinte digitale qui marche bien, on a des systèmes comme ça pour réduire l'écran. D'ailleurs, en parlant d'écran, l'écran est très beau. Moi, je trouve que c'est un très très bel écran. Ça fait longtemps que j'attendais un appareil avec un aussi bel écran chez Huawei. On a de bonnes performances. On a des fonctionnalités qui sont intégrées, qui sont sympas. Alors après, il y a des trucs qui manquent par rapport à Android de base, et ça c'est dommage. Mais on a des bonnes fonctions sur cet appareil. On a également une autonomie qui est décente. Alors je ne le mets pas spécialement dans les points positifs, hein, je le liste maintenant, mais c'est pour résumer plus qu'autre chose. C'est pas pour moi dans les points spécialement positifs, parce qu'aujourd'hui on s'attend quand même à avoir une journée sur tous nos appareils, et c'est ce qu'on a là, et pas spécialement plus. Mais bon, que dire de plus? Les performances, c'est pas mal, mais c'est pas spécialement plus haut que la moyenne des appareils aujourd'hui haut de gamme, voire peut-être un tout petit peu en dessous. Donc ça, pareil, j'en parle pas. C'est à peu près tout. On a un scanner d'empreinte digitale qui marche bien. Alors, du côté des points négatifs, moi, il y a quand même la... En tout ce qui est photo et vidéo, vous l'avez vu, c'est correct, mais ça va pas beaucoup plus loin. C'est-à-dire que bah, en photo c'est pas mal, mais la balance des blancs parfois est un peu difficile. Et puis de nuit c'est pas trop bruité, mais il y a ce petit halo là. Donc globalement quand vous regardez toutes vos photos capturées avec l'appareil, là je vous ai montré des échantillons vraiment de studio, mais quand je regardais toutes mes photos capturées, notamment à l'IFA, etc. Bah c'est pas mal, mais ça a rien de bluffant, donc c'est moyen globalement. Après en vidéo, comme je vous disais, c'est pareil, c'est moyen, voire en plus mauvais de nuit. Donc moi je dirais, si vous attendez un appareil à ce prix-là qui soit excellent en photo et vidéo, ce sera pas forcément celui-là. Et puis à côté de ça, il y a deux points négatifs pour terminer. Le premier c'est le prix. Alors vous allez me dire oui, mais un terminal avec cette prestation, c'est normal que ça coûte ce prix-là. Je suis à la fois d'accord, en effet. Et puis quand on regarde ce que fait Apple, Samsung, ouais, effectivement, un appareil qui offre ses prestations, ses specs, c'est normal qu'il coûte ce prix-là. Sauf que on parle de Huawei, on parle d'un constructeur qui est arrivé sur le marché avec des appareils de qualité pas trop chers. Et ça a toujours été sa marque de fabrique, et ça l'est de moins en moins, voire plus du tout. Alors c'est voilà, ils essayent de se rapprocher peut-être d'une marque ultra premium comme Apple pour essayer de dégager le plus de marge en nous proposant un produit qui quand même oui réussit. Mais moi je trouve que voilà, Huawei a une belle est en bonne voie et a une bonne position aujourd'hui sur le marché, mais des appareils comme ça à 650 euros voire 700 euros en version 64 Go, je suis pas persuadé que ça intéresse tout le monde, surtout que la marque aujourd'hui n'est pas si connu que ça. Alors il y a des gens qui connaissent, mais pour moi je sais que quand je montre cet appareil à des amis, ils me disent ah bah ouais c'est un truc chinois. Euh, c'est difficile de les éduquer là-dessus, mais oui c'est un truc chinois. Et alors, il coûte combien 700 euros? Ah, ouais. Donc bon, bref, c'est une remarque que je lance comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Au niveau du prix, moi je trouve que Huawei exagère un peu. Pas plus que les autres, mais je pense que Huawei devrait faire un petit effort. Et pour continuer à se distinguer par à la fois des bons produits et à la fois un prix qui convient à un peu tout le monde. Oui, c'est du premium, mais 700 euros pour la version 64 Go, j'ai même pas vu le prix de la version 128. Et bref, il y a cette histoire de Force Touch qui est pas intégrée de base sur cet appareil, alors que on nous l'a rabâché pendant la conférence, alors que quand vous allez sur le site internet de Huawei, il est bien montré en avant, mis en avant, donc c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé le tester là-dessus, mais il y a quand même pas mal de fonctionnalités intégrées sur cet appareil, donc bon, une en moins qui était mise en avant, c'est un peu dommage, c'est pas dramatique. Voilà, c'est à peu près tout pour ce test du Mate S de Huawei, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet appareil dans les commentaires, est-ce que vous le trouvez intéressant? Si vous l'avez, n'hésitez pas vraiment à donner votre avis dans les commentaires tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et puis moi je vous dis à bientôt. Allez, salut!